Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 159. Que c'est un épisode de l'épisode 160. Oui. On On est est le 2 extraordinaire juin. cette semaine. 2 juin aujourd'hui. Hier, C'est c'était le le 2 juin. 1er juin. C'est la fête à Lydia Kepinski. Bonjour Lydia Kepinski. Bonne fête. Bonne fête, chère dame. Christy, on n'aura pas de grosses nouveautés cinéma cette semaine. Non, mais Euh, nouveauté streaming qui est comme sortie limitée au Québec. Fait que ça, c'est ouais, intéressant. ça va être très intéressant. Je voulais juste annoncer, il y a, la semaine passée, on l'a pas dit, là, mais il y a des nouveautés au cinéma. Là. Vous pouvez toujours aller au cinéma. Il y a Garfield, le film d'animé Il a l'air sur les pourri. flots. Pardon? Ça a l'air pourri. Oui, les critiques sont mauvaises. Mais, tu sais, c'est-tu Illuminati qui le fait? Je sais pas. Je pense que J'avoue c'est que je sais pas. Illuminati qui le fait. Bref, c'est une animation que les jeunes ont l'air d'aimer. Fait que, pour l'histoire, j'imagine, on y reviendra. Là. Mais, Garfield, toujours le fun. Puis, j'ai vu qu'il y avait aussi, Back to Black est encore là. Euh, L'histoire de Amy Winehouse. Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait Hitman aussi, qui est sorti. Hitman de Richard Linklater. Oui. Mais il n'est pas sorti partout, ça, hein, c'est vrai. Pas sorti partout, puis il est seulement en anglais. Donc, c'est pour ça aussi, en général, là, quand ils sortent pas partout, les films, en général, sont juste en anglais. Mais j'ai vu qu'il jouait là, au 10-30 à Brossard. Il doit jouer à Montréal aussi, là, dans les gros cinémas du coin. Là. Oui. Mais possiblement qu'il va venir par la suite sur le streaming assez rapidement. Là. Puis j'ai vu des bonnes critiques aussi. Puis Linklater, on se trompe jamais, c'est toujours bon. Fait que On se trompe jamais. allez voir ça. Yes. OK. Commençons avec une nouveauté streaming de la semaine qui est sortie juste Oui! à Montréal, généralement, ou peut-être dans des cinémas un peu plus nichés ailleurs au Québec, mais c'est Godzilla Minus One, un film japonais de. Un peu, j'ai le réalisateur ici. C'est un long nom. Takashi Yamazaki. Ah! C'est ce que je connais pas, mais en tout cas, son film était assez intéressant, on va vous dire, Godzilla Minus One. Oui, Surtout, j'ai pas vu les Godzilla récents américains, toi, tu les as vus. Moi, c'est des films qui je l'ai m'intéressent vu. aucunement parce que c'est de la cochonnerie Bon, américaine. je pense qu'on peut juste commencer par dire c'est le gagnant de l'Oscar des effets visuels. Oui. Puis est-ce que ça mérite les effets visuels aux Oscars? Je ne sais pas si ça le mérite, sauf que c'est un film de 15 millions. Puis ce qu'on fait avec 15 millions, c'est malade mental. C'est peut-être Ouais, plus pour ça, ben, c'est pour ça qu'ils ont gagné l'Oscar, en fait. C'est pas nécessairement que c'était. Tu sais, des fois, Godzilla, tu le voyais, il était le fun, il était beau. oui. Mais tu sentais que c'était un peu plastique, là, ou je sais pas trop, là. Ben, Mais il l'avait, hein, d'ailleurs, il y avait quelques maquettes de Godzilla aux Oscars, là. Quand ouais. ils sont arrivés sur Ouais. scène, il y avait comme les différentes maquettes de Godzilla, là. Mais, OK. tu sais, c'est. Je pense au-delà de ça, tu sais, l'Oscar, c'est aussi de remercier. Tu sais, oui, le film, il faut qu'il soit bon, là, mais je veux dire, c'est de remercier les efforts aussi mis dans le Ben, film. Tu sais, absolument, c'est ça, on c'est parle ça. surtout ce qui est effet visuel. Puis des fois, je dirais, tu sais, scénario, souvent, c'est des films qui ont été très populaires dans l'année. Que, tu sais, ça l'a. Tu sais, on va se le dire, Barbie a sûrement eu cette espèce d'évocation-là. Barbie, ça a tellement fait un effet monstre que, tu sais, c'est pas le choix d'être nominé aux Oscars, tu sais. Fait que je pense que Godzilla Minus One, quand ça a sorti, ça n'a pas sorti partout, là, évidemment, mais quand ça a sorti, ça a été une grosse bombe là, dans le cinéma Absolument. Absolument. hollywoodien puis à travers le monde. Là. Absolument. Avec raison, tu sais. Parce que dans le fond, l'histoire, ça ressemble pas mal à l'original de Ishiro Honda, si je me trompe Ouais, pas. Parce que c'est juste des gens sur une île, puis là, il se passe des affaires, puis le Godzilla il arrive, puis il détruit des villes, tu sais, c'est un peu ça. Sauf que là, tu rajoutes une couche d'un personnage qui était pendant la guerre, tu fais un kamikaze, puis sauver des gens, puis finalement, il a comme choqué. Puis à cause de ça, il y a comme le remords de dire, OK, j'ai comme pas bien servi ma patrie, puis tout ça. Fait que là, il aurait pu comme ouais, tuer Godzilla, puis c'est toute cette quête-là de se racheter à travers la quête de tuer Godzilla, tu sais. Ce qui était intéressant quand même, parce que ça donne une courbe dramatique qui mène à quelque chose. Sauf que je trouve que tout le jeu qui entoure cette affaire-là, ça me rappelait un peu le jeu pas un manga, mais d'un animé, là, où est-ce que tu sais, c'est très verbaux, puis très ouais. verbal, puis tu sais, ça a beaucoup d'émotions qui passent par les. C'est comme surjoué même, je dirais, tu sais.
Que ça m'a gossé un petit peu en À la regardant ça. japonaise, là. À la japonaise, comme les animes, dans le fond. C'est comme si tu regardais Ouais. un anime, mais en vraie personne, comment ils jouaient. Puis ça m'a gossé un petit peu. Sauf que, tu sais, si tu mets ça de côté, ben tu le pardonnes parce que tout le reste est malade, là. Tu sais, les effets sont le fun. Tu sais, la scène d'ouverture, la séquence d'ouverture, Godzilla, il est là. Ok. Puis il fait vraiment peur, là, tu sais. Ouais, parce que l'original, tu sais, tu le compares à l'original, mais tu sais, dans l'original, on voit très peu Godzilla quand même. C'est comme un Avant la monstre moitié un du peu film, peut-être, c'est fantôme. ça. Ouais, c'est Puis, ça. on le voit pas mal juste à la fin. Mais là, j'imagine avec les effets, il s'en donne à cœur joie, là. C'est ça. Puis dès le départ, tu le vois, puis dès le départ, t'es comme, oh, tu sais, c'est genre une présence angoissante, là, quand Ouais. tu le vois. Tu sais, il est énorme, puis il a l'air méchant, puis il fait peur, tu sais. Puis tu Hmm. sens la terreur de tout le monde qui habite sur l'île, puis tu la vis aussi, tu sais. Fait ça, je trouve ça vraiment, vraiment réussi de ce point de vue-là, tu sais. Ben, tu vois, si c'est un bon point que t'apportes parce que Godzilla, faut se le dire, c'est un monstre. Hein, Ouais. c'est un monstre ravageur, là. Je veux dire, il ravage les villes, puis il est né de la bombe nucléaire. Fait qu'il il a comme pas le choix d'être monstrueux. Mais je trouve que c'est ce qu'on perd de plus en plus dans les films hollywoodiens, justement, de Godzilla versus Kong, Godzilla and Kong. Tu sais, c'est rendu. Je comprends que c'est rendu comme le héros, là. Tu sais, c'est la figure du justicier. Ah, Godzilla, il est là pour nous servir, pas pour nous servir, là, mais il est là pour nous sauver, tu sais, c'est notre roi. Mais, tu sais, là, on dit roi, mais c'est une femelle, là. Mais dans le sens que, tu sais, il est comme représenté un peu comme tu sais, justement, quelqu'un de gentil, puis tout, puis il fait pas peur par tout, là. On perd Les gens ont plus peur l'essence. de Godzilla. On perd l'essence de qu'est-ce qu'est Ah Godzilla ouais, à la base, tu sais. à la Je pense base, que les oui. Japonais gardent encore ça, puis ça, c'est intéressant. Tu sais, j'ai pas vu tous les films Godzilla, j'en ai vu deux, en fait. J'ai vu Ben, c'est parce l'original, puis que j'ai vu celui-là, tu sais. je pense que c'est surtout. Puis, en fait, on l'a pas vu tous les deux, mais je pense Shin Godzilla, qui a été faite, c'est quoi, c'est 2017, 2018? Ça se peut, oui, je sais pas. 2019 peut-être même. Il a été fait pas longtemps après, tu sais, les deux premiers là, d'Hollywood, là. Ouais. Il y a eu le Godzilla de Garrett Edwards. Edwards. Puis après ça, il y a eu Godzilla King of Monsters. Puis là, ils ont fait Shin Godzilla, que je pense que c'est les mêmes producteurs, là, comme on disait. Là. C'est pas le même réalisateur que Minus One. Mais je pense que Shin Godzilla va aller chercher justement plus cette frayeur-là. Comme tu dis que pour les Japonais, tu sais, Godzilla représente la bombe nucléaire. Tu sais, que c'est comme toute la terreur, toute l'espèce d'épouvantable histoire là, qui arrive chez eux. Fait que je pense que vers Shin Godzilla, on voit un peu plus cet effet-là de comme la monstruosité de la chose. Tant mieux, parce que c'est ça qui fait que c'est intéressant, à mon avis, là. Tu sais, c'est pas Ouais. des combats de gros titans qui vont se battre. C'est peut-être le fun sur grand écran, mais je vois pas l'intérêt King Kong, il est le de fun. voir ce scénario-là se développer, là, en tout cas. Mhm. Ben, tu sais, Godzilla Minus One, moi, je vous le conseille fortement. Il est sur Netflix depuis hier, Oui, le 1er juin. j'étais Euh, surpris de voir ça. Je me suis réveillé, j'ai vu ça. Colin! J'ai ouais. pas eu le temps de le regarder, malheureusement. Mais j'ai très hâte de le voir. Mais tu regarderas cette semaine, ben, quand tu veux, mais c'est ça. Assurément dans ma liste. Il est pas très long, hein, non plus. 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, ben, c'est 2 heures avant générique. OK. Je te dirais qu'il aurait pu couper une petite affaire. Des fois, ça s'étire un peu, mais Ben, comme ça s'écoute très bien, là, c'est le fun, hein. hmm, C'est ça. Je vous le parfait. conseille. Bien hâte de voir ça. Ouais. Parce que c'est drôle, hein, parce que ce film-là, je pense, au Japon, ils voulaient pas l'exporter, le film. Ouais. Ça a pris longtemps là, avant qu'il soit. Ah ben, c'est la Toho qui a produit. Le studio Toho, là. C'est comme le OK. gros studio japonais, ça vient Mhm. de là. Fait que j'imagine Shin Godzilla, c'est la même chose aussi, là. Ok, J'imagine ouais. qu'ils ont quand même des budgets intéressants, là, mais en tout cas. Mais je crois que Shin Godzilla est sur Prime Video. Je suis pas sûr. Ça se peut. Peut-être à louer, là, mais Ça se peut. il se trouve aussi, le Shin Godzilla, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Blu-ray. Oh, shit, Shin Godzilla, c'est Hideaki Anno qui a fait ça. Hideaki Anno, c'est lui qui a fait genre Neon Genesis Evangelion, me semble, là. Oui. Oui, c'est ça. Oh shit, ok. Là, t'as hâte de l'écouter. Là. Il est-tu, non, il est pas sur un streaming selon Letterboxd. Peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, Letterboxd me dit pas. Hmm. En tout cas. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ouvrez l'œil. Ouvrez Ouais, l'œil. ouais, ouais, ouais. Mettez ça dans votre liste. Le grand cinéaste Hideaki Anno, là, je vous le conseille. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Ouais. Donc, c'est ça. Godzilla Minus One. Ouais. Très hâte de le voir. Très hâte de le voir. Cette semaine, moi, Ben, je peux-tu te commencer avec un des blocs que j'ai, là? J'ai comme 3 gros blocs quand même, là. Des blocs qui se joignent facilement l'un à l'autre.
Euh, Ça va être intéressant parce que bon, je vais te parler d'acteurs que j'aime là, depuis toujours. Mais que leurs films, tu sais, c'est ça, plus tu les écoutes, plus tu te dis, OK, ouais, c'est pas mal les mêmes personnages qui jouent tout le temps. Tu sais, mais c'est leur style de jeu aussi. Tu sais, on en connaît des acteurs qui sont tout le temps dans le même mood. Tu sais, je pense, entre autres, tu sais, on a parlé de Mad Max récemment, la semaine dernière. Tu sais, je pense à Tom Hardy. Pas mal tous les films dans lesquels il joue, il a un peu le même rôle, tu sais. Puis on l'aime comme ça, tu sais, c'est Tom Hardy, c'est son jeu d'acteur. Mais je veux dire, à moins qu'il aille faire tu sais, des personnages un peu tu sais, plus farfelus j'ai pas vu le film Bronson. Il joue dans Bronson, c'est Ben, Charles Charles Bronson. Bronson, c'est lui qui le joue, là. Ouais, il Ouais. joue. Puis je pense que tu sais, ça, c'est vraiment comme un excentrique, là, ce gars-là. Fait que à ce qui paraît, il y a un Christy drôle, un Christy jeu d'acteur dans ce film-là. Mais tous les films que j'ai vus avec Tom Hardy, tu sais, il y a la même posture un peu, tu sais, il y a le même déhanchement un peu aussi quand il parle, puis toute la équipe. Mais tu sais, il y a ces acteurs-là qui ont leur espèce de signature en tant que jeu d'acteur. Tu vas regarder un film avec Will Smith, tu fais pas mal tout le temps les mêmes faces aussi. Tu sais, c'est le jeu d'acteur que tu reconnais. Puis On moi, s'entend que Will ben, Smith, c'est pas un grand acteur non plus, là. non plus. D'ailleurs, Will Smith, Bad Boys, Ride or Die, sort la semaine prochaine. Allez voir ça. Euh, ben là, tout ça pour dire que j'ai un gros bloc. Ben, en fait, un bloc avec des films que Dustin Hoffman a fait. Dustin Hoffman, qui est un acteur que je respecte énormément. Je l'adore comme acteur. Euh, Depuis Rain Man. Depuis que j'ai vu Rain Man, après ça, j'ai tout vu ses films après. Kramer versus Kramer, c'est écœurant comme film. Écoutez ça. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ce Non, film-là. jamais. Non. C'est Dustin Hoffman puis Meryl Streep qui sont un couple, là, ils ont un enfant, puis ils sont comme en instance de divorce. Ils vont comme se divorcer, mais c'est comme. Tu sais, c'est les parents qui se divorcent, fait que tu sais, c'est solide émotionnellement comme film, en tout cas. Bref. Peut-être quand tu as des parents qui sont divorcés, c'est plus tough, mais je sais pas. Faudrait voir, mais Kramer versus Kramer, très bon film. Un de mes préférés de Dustin Hoffman. Puis d'ailleurs, bon, Midnight Cowboy, c'est pas mal aussi, après The Graduate, c'est pas mal le film qui l'a fait connaître aussi un peu plus dans un statut de. Bon, Midnight Cowboy il a un rôle secondaire, mais c'est quand même lui qui fait le film. Là, John Boy il est bon, là, mais je veux dire, Oui. moi je trouve que celui qui se démarque le plus, c'est Dustin Hoffman. Puis, ben, il y a deux films que j'avais jamais vus de Dustin Hoffman. Je pense que je les avais juste jamais trouvés. Puis là, bon, je suis tombé dessus. C'est arrivé que je les ai trouvés sur un site de streaming illégal, peut-être, je sais pas. Mais j'ai écouté les films. Ben non, je pense que c'était YouTube, mais ça. En tout cas, bref, on se tiendra au courant. Euh, je vais commencer avec The Stroll Dogs. Stroll Dogs, qui est les chiens de paille. Il y a eu un remake qui est sorti, je crois que c'était 2011, 2012, avec James Marsden. 2011. 2011. Kate Bosworth, puis t'as aussi Alexander Skarsgård, qui jouait dans le remake qu'ils ont fait. Un remake, bon, j'avais jamais vu l'original, évidemment. L'original de Sam, 1971. Sam Peckinpah. Un grand cinéaste, je pense, qui est bien reconnu comme dans le milieu. Avec Jim Jarmusch, ce genre-là, là, c'est un des Oui, amis. c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, tu reconnais aussi dans la réalisation, c'est une réalisation un peu plus lente. C'est très. Tu sais, on se retrouve. C'est sûr, l'original, il est fait très américain, là. Ils se retrouvent, eux autres, dans une ville américaine, un petit village américain, où est-ce que le couple, qui est James Marsden puis Kate Bosworth, ils se retrouvent là, où est-ce que c'est la ville de naissance de Kate Bosworth. Puis, euh, là, elle va renouer avec son ancien chum, qui est Alexander Skarsgård. Toute la ville est un peu bizarre, puis, tu sais, c'est un peu comme les bourgeois qui vont dans une ville, une ville un peu plus campagnarde, là, tu sais, un peu comme l'Estrie, tu sais, Montréal puis l'Estrie. Puis, puis là, bon, c'est comme c'est ça, les gens de la ville qui se font poursuivre par les gens de la campagne, puis vont se faire détruire leur maison, puis toute la kit. Puis là, c'est comme l'acharnement tout le temps sur les gens, puis sur le couple, en fait. Puis au final, ben, il y a comme une tuerie, là.
le gars de la ville, il se fâche, puis finalement, c'est pas juste un écrivain, c'est un monstre à l'intérieur, puis il faut qu'il libère ce monstre-là. Je trouve que dans le film original, on a un meilleur aspect, parce que dans le film original, ça se passe pas aux États-Unis, là. Ça se passe en Europe, une petite ville de l'Europe. Puis il y a des moutons, puis tout. Là, c'est très campagne, là. Il y a plein de boîtes partout, puis c'est un château un peu là, qui vit. Dans le fond, Dustin Hoffman joue un écrivain. Ben, en fait, dans le film original, si je me souviens bien, c'est un scénariste de film. Dans le remake, il écrit comme un peu. Il écrit un livre, là, je pense, ou un film historique. Tandis que dans le film original. Ah non, c'est ça! Excuse, je me trompe. Dans le remake, c'est un écrivain de film historique. Il va comme écrire un scénario de film historique. Puis dans le film original, c'est un professeur, là. Il fait des C'est un mathématiques, c'est un mathématicien. astrophysicien. Astrophysicien, c'est ça. Parce qu'il y a plein de chiffres partout. Puis là, c'est un Christy de crackpot qui a des lunettes. Là. Dans ce film, il joue un peu The Graduate, mais comme fois 1000. Puis Graduate, c'est quoi, 1968? 67, je pense. 67? Ouais. Ouais, 71. Midnight Cowboy, 68, je pense. Ça se peut-tu? C'est possible, oui. Fait que, tu sais, il est encore un peu dans ses jeunes années d'acteur. Tu le sens un peu dans comment il agit. Il joue vraiment l'espèce de nerd là, qui se fait comme un peu dominer, là. On va se le dire. Il se fait dominer par tout le monde. Puis, dans le fond, sa femme, à cet endroit-là, c'est la ville dans laquelle elle a grandi. Puis là, bon, c'est l'histoire du remake, dans le fond. Là. Fait qu'on revoit le. Mais l'histoire originale, je trouve qu'il y a quoi de particulier que ça te pousse à t'imprégner un peu plus de l'histoire justement du petit couple qui veut juste vivre leur vie paisible dans leur nouveau chez-soi. Puis là, t'as tout le temps comme la gang de morons derrière qui viennent comme foutre la chasse dans leur couple. Puis, tu sais, bon, dans ce film-là, je trouve dans l'original, c'est pas aussi violent que le remake, mais il y a une scène de viol dans ce film-là, parce que la femme va se faire violer par son ex-chum, puis par un de ses amis. Dans le fond, ce que j'ai moins aimé de l'original, c'est que, parce que dans le remake, ça choque en estique, là, elle se fait comme, tu sais, Alexander Skarsgård, il rentre dans la porte, puis là, il la met, puis là, il la met pas, mais je veux dire, il la met sur le divan, puis après ça, il va la mettre. Mais dans le sens que il y a moins tu sais, tu sens qu'elle, elle veut pas, puis son ex, il va pareil, puis là, il y a son ami qui rentre, puis la crie au meurtre, puis en tout cas, c'est une scène de viol. Puis dans l'original, ça se passe de la même façon. C'est pendant que, justement, Dustin Hoffman, son personnage, il était à la chasse. Puis là, eux, ils en profitent pour aller, bon, voir la fille. Mais dans l'original, la femme, elle semble un peu plus comme d'accepter. Ah oui, viens. Puis là, elle dit ah non, non, mais elle se laisse emporter. C'est peut-être aussi avec le temps du film dans lequel il a été fait. C'est comme ah, je dis non, mais là, j'ai l'air de dire oui. Fait que là, lui accepte. Mais il y a quand même son ami qui vient après. Puis là, c'est encore une scène de viol là, affreuse, là, mais... mais ça punch. C'est quelque chose qui punch dans le milieu du film. Puis je trouve que dans l'original, ils l'ont très bien interprété par la suite parce que dans le remake, euh, le personnage principal, il est comme pas au courant qu'elle s'est faite violer ou de quoi de même. Tandis que dans l'original, il va comme le savoir, il va le regarder et il va dire Tabarouette, qu'est-ce que vous avez fait à ma femme, t'sais. Puis là, il va vraiment se fâcher, puis c'est un peu la raison pourquoi il sort le monstre en dedans de lui, genre à la fin, puis là, c'est une boucherie, là, il tue tout le monde, puis tout. Mais tu vois Dustin Hoffman un peu un nerd à lunettes, que là, il lave ses lunettes, puis il les remet. Tu sais, l'astrophysicien, le mathématicien, tu te dis, ah, il tuera pas une mouche. Ben, finalement, c'est ça, il est violent au bout. Mais pour la fin, ça, j'ai adoré le film original. C'est sûr que les films originaux, ils ont toujours, tu sais, une coche au-dessus du remake. Là. Mais ça reste que moi, j'aime bien le remake. Je sais qu'il n'y a pas des bonnes critiques. C'est C'est peut-être qui parce que l'a les fait? gens comme le comparent beaucoup à l'original. Je trouve qu'ils ont quand même fait une belle job. C'est Rod Lurie qui a fait pas grand-chose de Oui, bon, ça a l'air. Mais... ouais, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais ce qui est drôle, c'est parce que j'ai écouté en même temps d'écouter, parce que j'avais regardé le remake,
Puis après ça, j'ai regardé l'original. Puis en même temps d'écouter ces films-là, j'ai regardé The Hills Have Eyes de Wes Craven. Oui. L'original, qui est un peu dans les mêmes années, là, 77, je me trompe pas. The Hills Have Eyes de Wes Craven. Puis ça traite un peu des mêmes, tu sais, ben, 77. mêmes sujets. Peut-être pas, là, tu sais, dans Straw Dogs, c'est pas des cannibales, là. Mais dans The Hill Have Ice, c'est comme un désert où est-ce qu'il y a eu des expériences, justement, de bombes nucléaires, des trucs comme ça. Puis là, c'est comme une famille qui vit là, c'est comme des gens bizarres, déformés qui vivent là. Puis tu sais, là, ils deviennent comme cannibales, puis là, ils vont violer une famille. Tu sais, il y a comme une famille, dans le fond, qui ont un pneu crevé. Leur roulotte a un pneu crevé. Tu sais, le grand-père, la grand-mère, avec leurs trois enfants, dont un gars comme 17 ans, une fille 15 ans, mettons, puis leur fille de, mettons, 25 ans, qui est avec son mari, puis son bébé à elle, tu sais. Puis là, bon, ils vont se faire coincer là, puis là, ils vont tous se séparer comme les hommes, le père, puis le jeune marié, si tu veux. Ils vont se séparer, fait que là, c'est comme les femmes restent au camp avec le plus jeune, tu sais, de 17 ans, puis tout, puis lui, il a un gun, tu sais, pour se protéger, mais tu sais, ils vont tous se faire comme embarquer dans une espèce de roulette où est-ce que plein d'affreuses choses se passent. Puis, tu sais, c'est juste après Dernière maison sur la gauche, là, Wes Craven il a fait ce film-là. Puis, tu sais, c'est pas très bien filmé. T'es dans un désert, tu vois pas très bien. Puis, tu sais, c'est rough, là. Tu sais, il y a des scènes de viol, puis tout le kit. Fait que c'est pas mon préféré de Wes Craven, là. Mais ils ont refait un remake, ça, en 2006. Puis c'est Alexandre Non. Aja qui a fait Haute Tension. Euh, il a fait aussi Piranha Il y en a 3D, 3D. ouais. Crawl. Il a fait. Ah non, il Pardon? était. Non, rien. Rien. Je Ben, pensais Haute Crawl, mais Tension, Crawl, il c'était était. quand même violent aussi. C'est un film français, là, mais très violent dans le propos et dans ce qu'il fait. Puis, tu sais, comme le remake qu'il a fait. Ah oui, Crawl, ok. Oh. Euh, Crawl. Ouais, Terreur. Terreur dans la tempête, là. Ouais. Quelque chose comme ça. Drôle de titre français, mais bref. Mais c'était bon, ce crocodile, c'était le fun. Puis, dans le fond, des Hill of Ice, en français, ça s'appelle le Visage de la peur. Puis celui de 2006, le remake, moi, je l'adore parce que, bon, quand il est sorti, j'avais quoi? J'avais 11 ans. C'était quand même effrayant, l'annonce. Puis je me rappelle, je l'avais vu à super écran. Bon, j'avais pas l'âge d'aller le voir au cinéma. Il était 16 ans et plus, tu sais, c'est un film 16 ans et plus. Puis, ça a le mérite d'avoir le sigle 16 ans et plus parce que la scène de viol dans ce remake-là, puis comme c'est très rough, c'est très sanglant. Tu sais, il y a des affaires dégueulasses qui se passent dans ce film-là. Mais tu sens la rage à la fin. Parce que bon, ce que je dis que ça ressemble un peu à Stro Dog, c'est qu'à la fin, c'est comme le nurse de service. Il va aller comme se venger de ce que les êtres bizarres ont ben, les êtres difformes. Là. C'est pas toutes les êtres difformes qui ont participé à ça, mais la gang de méchants, là, il va aller se venger d'eux, dans le fond, à la fin. Puis, tu sais, c'est très, très violent, très sanglant dans le propos. Tandis que dans l'original, à la fin du visage de la peur, il n'y a pas tant cette rage-là qu'on ressent. Puis, dans le fond, le nurse, qui est le jeune marié, là, il n'est pas tant nurse dans l'original. Tandis que dans le remake, ils ont vraiment fait comme sa job, c'est de travailler dans les cellulaires. C'est un gars qui fait des cellulaires, il travaille là-dedans, il vend des cellulaires. Puis c'est Aaron Stanford qui joue, je sais pas si tu le connais là, comme acteur. C'est lui Ben, qui joue Pyro dans les X-Men oui, ok. en Ouais, live action. ouais, ouais. Puis il est très connu pour. D'ailleurs, il reprend son rôle de Pyro dans Deadpool and Wolverine le 26 juillet. Très hâte. Puis, il est très connu pour la série de 12 Monkeys. Ah, je savais pas qu'il y avait une série avec ça. Je savais pas. Ils ont fait une série avec ça, j'ai jamais vu. Puis je pense qu'elle n'a pas tant été distribuée, là, comme commercialisée ou je sais pas, mais ils ont fait une série là-dessus. Je pense qu'il y a 3 saisons. Puis il me semble qu'elle est sur Netflix, mais en anglais. Puis ça a l'air qu'il est très populaire là-dedans parce qu'il joue le rôle justement du personnage de Bruce Willis là, dans 12 Monkeys. J'oublie son nom.
Fait que Aaron Stanford. Puis bref, c'est ça. Fait que j'ai comme regardé. C'était drôle parce que j'ai regardé le remake de Stray Dogs comme juste avant d'écouter The Hill of Ice, l'original. Comme ça, j'ai regardé l'original de Stray Dogs avec le remake de Hill of Ice. Puis c'est comme. Tu sais, l'original de Stray Dogs, je l'ai préféré. Puis le remake, j'ai préféré de Hill of Ice. Fait que c'était juste un petit fait cocasse que je voulais te dire de même. Mais Dustin Hoffman, Christ d'acteur, parce que par la suite, je me lance dans Marathon Man. The Marathon Man, ça dit quoi, ce film-là? C'est pas un remake, là, ça se peut. C'est pas un Non, c'est remake. Running Man qui font un remake, c'est The ça. Running Man, ouais. C'est la The même chose. Running Man que La même chose. Edgar. Ouais. Voyons. Edgar Euh, Wright. Edgar Wright. Ouais, excuse. Edgar Wright va faire un remake avec. Là, il pense à Glenn Powell, justement. On parlait de Oui, Hitman. ouais, ouais. On parle de Glenn Powell qui va reprendre le rôle de Arnold Schwarzenegger. The Marathon Man, qui est. Écoute, il était sur ma liste depuis longtemps. C'est un film que j'ai toujours voulu voir parce que, justement, Dustin Hoffman, puis ça avait l'air quand même incroyable comme film. Là. Un film thriller politique. Ça parle des Allemands là-dedans, un peu comme la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui revient un peu. C'est un film de 76. Fait que tu vois, Stray Dogs, 71. Là, Dustin Hoffman, il a eu le temps de faire quelques films, là, jusqu'à ce qu'il arrive à The Marathon Man. Ben, c'est juste Marathon Man, hein, c'est pas The Marathon Man. C'est un film de John Schlesinger, Qui a fait Midnight Cowboy aussi. Midnight Cowboy. Fait C'est que tu ça. vois la connexion entre tout. Midnight Cowboy, puis l'autre film que j'ai vu de lui, c'est The Pacific Hate. Je t'avais déjà parlé, j'avais pas de temps aimé. C'est un film dans lequel Michael Keaton joue avec le site crackpot, là, malade mental. Fait que euh, c'est ça, de John Schlesinger. Il a l'air d'avoir fait beaucoup de bons films. Ben, Ouais. bon Midnight Cowboy, qui est quand même très réputé, là. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Mais The C'est- Marathon Man, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. T'as comme un Dustin Hoffman, tu sais, qui joue le Dustin Hoffman. Tu sais, comme je disais, il y a toujours comme un rôle un peu qui revient au même, là, dans le sens que dans ce film-là, il joue un étudiant à l'université, là, je pense qu'il est au doctorat en littérature historique. Puis là, il fait comme une thèse sur justement l'occupation des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, tout ce tout ce qui englobe les nazis. Puis il y a comme une histoire on the side où est-ce que son père s'est suicidé parce qu'il y aurait eu comme des rumeurs, quand il était enseignant justement de ce sujet-là, de l'histoire, il y aurait eu comme des rumeurs comme quoi il disait des fausses affaires, en tout cas des fausses informations, puis là c'était comme un renégat, puis tout, en tout cas, il s'est suicidé. Fait qu'à travers tout ça, t'es comme Dustin Hoffman que lui, il fait juste courir parce qu'il adore courir. Puis, puis il y a son frère qui est joué, j'ai le nom sur le bout de la tête, Roy Schneider, je pense. Roy Schneider de Jaws, c'est ça. Roy Schneider, qu'on connaît pour Jaws, il joue aussi dans The French Connection, il joue dans plein d'affaires. Roy Schneider qui joue un espèce d'agent CIA qui traite avec des nazis pour justement comme aller voler une mallette qui se fait poursuivre, en tout cas, de nazi en nazi, de main nazi en main nazi. Puis il va finir, dans le fond, il se fait poursuivre là, par les gens. Là. Les nazis le poursuivent, puis là, lui, il essaie de s'échapper. Puis là, il profite de l'occasion pour aller rendre visite à son frère à New York, puis voir sa nouvelle blonde. Puis là, Dustin Hoffman, il y a comme une blonde qu'il a rencontrée. Mais tu sais, l'histoire de Dustman, Hoffman, excuse, ça n'a pas du tout rapport avec tout le film. Juste qu'à un moment donné, ça pète en plein milieu du film. Il se passe de quoi? Roy Schneider, il est dans la merde. Puis là, tout le monde de, justement, Dustin Hoffman, le Marathon Man, son monde s'effondre. Puis là, il sait même plus de quoi il s'agit. Puis là, il court partout avec un gun. Puis là, il faut qu'il s'échappe. En tout cas, il y a des informations qui fusent de partout. Puis là, dans le fond, c'est lui qui se retrouve pourchassé par la gang de néo-nazis. Puis, ben, c'est pas des néo-nazis, c'est des nazis, des vieux nazis, là, à lunettes. Puis, des lunettes rondes, là, comme on les connaît.
Puis il y a une petite scène de dentiste, c'est il se fait arracher des dents. En tout cas, ça, c'était quand même solide, bizarre, là. Ça faisait mal. Surtout si vous avez déjà eu des démêlés avec des dentistes. Mais c'est un film assez survolté, très particulier quand même. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ça de tout cœur, là, dans le sens que c'est pas un film que je vais réécouter à chaque année. Mais c'est un bon film. Ça mérite qu'il y ait un peu de discussion qui se fait là-dessus. Donc, Marathon Man, puis celui-là, je crois qu'il est sur, ou qu'il était sur Télé-Québec, l'application de Télé-Québec. Vous voulez voir en français? Je crois qu'il était là-dessus. Puis John Schlesinger, je pense qu'on se trompe pas souvent, là. C'est un bon réalisateur, c'est un bon Je crois cinéaste. que, non, t'as-tu vu d'autres choses que Midnight Cowboy? Je pense que, ben, pas à ce que je sache. Parce qu'il y Pas à ce a que je sache. Sunday Bloody Sunday, que j'ai déjà Ok. entendu parler, ça a l'air c'est bon. Un film de 71. Puis on a Darling. Ok. Non, je sais pas. Parce qu'il y a plein d'autres films, là, il y en a fait beaucoup. Ok. John Schlesinger. Donc, Dustin Hoffman, je vais terminer, OK? Mon bloc. J'ai-tu terminé quand? Oui, je vais terminer mon bloc de Dustin Hoffman avec un de mes films favoris de Dustin Hoffman. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est All the President's Men Aaron avec Sorkin. Robert Redford. Aaron Sorkin au scénario. Aaron Sorkin aussi au scénario. Puis c'est pas un récent film, là. Le film, il date en tabarouette, là. Attends un peu, je vais aller te chercher la date, là. Je pense que de mémoire, c'est 76 parce que c'est quelques années après. Bon, là, ça va vous vendre le punch un peu du film, mais c'est l'enquête des journalistes qui ont couvert l'affaire du Watergate. All de As-tu déjà vu les entrevues de Aaron Sorkin qui parle de 76. douche? Pardon? As-tu déjà vu les entrevues d'Aaron Sorkin qui parle de douche? Non. Que lui, il dit qu'il prend genre 6 à 8 douches par jour, parce qu'il dit des fois, j'écris, puis là, ça sort pas. Fait que je dis, je dois prendre une douche juste pour partir la journée, puis il change. 6 fois par jour, il peut faire ça. Pour elle, la douche peut faire ressortir les idées, c'est incroyable. Ben, J'adore prendre des douches. c'est juste que c'est un fou, mais c'est ça qui fait qu'il est aussi bon que ça, là. C'est un malade. Ben, tu vois, avant qu'il soit connu pour Social Network, il a fait ce bijou-là qui est Ah, mais All the President's non, mais il a Men. fait ça, il a fait c'est West Wing, je pense, là, la série sur le président, je sais pas Aussi, trop. oui. Il est Je là-dessus, c'est pareil, c'est très ne l'ai bon. pas vu, par exemple, ça. Moi non plus. Il paraît que c'est super bon. Ah, c'est bon. Puis après ça, bon, il a fait le jeu de Molly. C'était bien aussi, hein. Ouais, à ça, il réalise, tu sais. Ouais, Money's Game, c'est lui qui a réalisé. C'est Le ça. film, les Chicago 7, là, sur Chicago 7, c'est c'est lui. ça. Puis il en a fait un récemment aussi, que je me rappelle plus c'est quoi, qui a réalisé. Il me semble que c'était une affaire qui ressemblait un peu à Social Network. C'est possible. Je C'est me rappelle possible. plus. Je peux aller voir, là. All the President Men, 76, c'est un film de Alan G. Pakula. Que je me trompe souvent, je dis Pickle. C'est pas ça. Pakula. Pakula. Alan J. Pakula, que. Écoute, c'est un réalisateur. On connaît pas tant son nom, là. Moi, je connaissais pas son nom de mémoire. Mais pas mal tous ces gros films, je les adore. C'est des films que j'écoute chaque année. Puis All the President Men, bon, ça va raconter l'histoire. Pour vrai, c'est un film de 2 heures et demie, là. Ben, moi, j'ai la version longue en VHS. Mais je crois que la version que vous pouvez trouver un peu partout, c'est 2 heures et quart, 2 heures et 20 presque. Euh, mais la version longue, bon, elle est bonne, là, je vous la conseille. Mais c'est juste les événements là, du Watergate avec justement les journalistes. Robert Redford, qui était écœurant dans ce film-là, joue Bob Woodward. Puis t'as Carl Bernstein, qui est un jeune journaliste à cette époque-là, joué par Dustin Hoffman. Fait que tu sais, sur 116, t'as un Dustin Hoffman tout cru, une petite grosse crinière. Puis avec un Robert Redford qui va justement. Écoute, ce film-là, il est formidable, c'est parce que moi, tu sais, ça t'emporte tellement dans justement le Non. métier de journaliste. Je pense que je me suis trompé. Je viens de me rendre compte que depuis le début, je parle d'Aaron Sorkin, mais je me suis mélangé de film. C'est pas le même man, c'est A Few Good Men qui est sorti genre dans les années 90. C'est. C'est William Goldman au scénario de All the Oui! President's Man. Mais tu sais, peu importe, Aaron Sorkin, c'est un grand scénariste, puis
Vous savez, à ce temps qu'il Ben prend oui, genre ça 8 douches reste. par jour, fait que c'est intéressant. Ben, je trouvais que ça le fait. Je trouvais que ça le rendait vieux en estique. 76. Ouais, c'est ça, Ah. s'il arrêtait jeune dans son message, je sais pas. William Goldman. Ouais. Il a fait The Princess Bride aussi. Misery. C'est lui aussi. Butch Cassidy. Et le Sundance Kid. Marathon Man, d'ailleurs. Aussi. Bref. Un autre bon cinéaste. Tout ça pour dire que All the President Men, c'est l'histoire des journalistes. Donc, Bob Woodward et Carl Bernstein qui vont se pencher justement sur les faits relatant de la grosse histoire du Watergate qui n'a pas été justement trop divulguée dans les journaux. Ça s'est passé en 72. Donc, ça n'a pas été évoqué tant que ça. Puis les autres, ben, dès le lendemain, ils étaient au téléphone, puis ils essayaient d'avoir toutes sortes Bon, c'est durant aussi la campagne présidentielle de Nixon. Puis, bon, ça fusait de tout bord, de côté, les soupçons qu'on avait sur Nixon, puis comme quoi il aurait payé des gens pour aller, en tout cas, c'est des gens du Parti républicain, je crois, qui ont été volés par le Parti démocratique, Ça se peut. quelque chose Démocrate. comme ça. Ben, Nixon était républicain, si je me rappelle bien. Je connais pas tant la politique, mais j'adore les films politiques. Puis, bref, c'est un film qui va vraiment mettre en lumière le rôle que les journalistes jouent dans la vie. Bon, je ne sais pas à quel point aujourd'hui les journalistes sont aussi acharnés à leur job, là. Mais tu vas suivre ces deux gars-là, puis bon, ça a sûrement été romancé. Comme on dit, un film basé sur une histoire vraie, c'est sûr qu'il y a de la fiction à travers ça aussi. C'est le gars des vues là, derrière ça, mais euh, ils vont rencontrer des gens vraiment suspects. Puis, dans tout ça, c'est une histoire quand même dangereuse parce que t'as la CIA qui est mêlée à ça. T'as des espèces t'as des Cubains qui sont mêlés à ça parce que, justement, les voleurs qui ont été surpris au Watergate, dans la section, justement, du Parti démocratique, c'était des immigrés de Cuba, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, c'était un peu bizarre. Puis là, tu sais, les autres les journalistes, ils appellent des gens, puis les gens, au début, ils disent tout. Ah oui, je vais parler. Finalement, ah non, j'ai pas rien à dire, pas rien. Parce que tout le monde se faisait comme menacer, puis tout le monde se. Tu sais, il y a des peurs qui arrivaient de tout bord, de côté. Fait que les autres, ils ont vraiment été acharnés. Puis tu sais, tout le long du film, c'est juste ça, là. C'est juste du parlage. Mais c'est du Christy de bon jeu d'acteur, du Christy de bon jeu scénaristique, parce que c'est des discussions qui ont. Puis je te reviens, Ben, avec ta question. T'as Bob Woodward, justement, qui est joué par Robert Redford, qui va aller rencontrer un homme qui va se faire appeler, ben, qui veut se faire appeler Deep Throat, parce que c'est comme la source mystérieuse là, de toute leur enquête. Il allait le rencontrer dans un souterrain, genre un parking souterrain dans le noir, comme à minuit le soir. Puis tu sais, c'était vraiment. Puis lui, la source mystérieuse était comme fais attention à tout parce qu'il y a des gens qui te watchent en tabarouette. Puis c'est comme quand tu viens me voir, fais attention. T'sais. Fait que lui, à chaque fois, il repartait de là en courant. Puis tu sais, c'est quand même solide. Fait que depuis ce temps-là, je veux devenir journaliste. Parce que t'embarques aussi dans un jeu d'espionnage, tu sais. On est-tu dans un film à la Spotlight un peu, qui est pas sexy, mais qui est tellement prenant, puis que t'as le goût d'en C'est savoir tout en exactement là plus. où j'allais. Ok. Tu vis dans mes pensées parce que, tu sais, les films journalistiques, il y en a, là. Il y en a plein qui... Tu sais, moi, je pense, un des derniers qu'on a eu, c'est un des derniers gros qu'on a eu, là. C'est The Post Ouais. Qui de était Steven correct, Spielberg. il était bien, il était bien. Il était bien. Il était bien. J'ai un peu. Parce que moi, ayant déjà vu All the President Men avant, je trouvais que Spielberg, c'est quand même beaucoup basé sur All the President Men. Puis, tu sais, à la fin de Post, c'est comme l'histoire du Watergate qui commence. Fait que c'est une belle combinaison. Si jamais vous voulez regarder All the President Men, vous n'avez pas vu de Post, je vous conseillerais d'écouter de Post avant. Parce que ça suit bien, là, les deux films, c'est le fun. C'est deux histoires complètement différentes. C'est zéro la même histoire, mais t'as comme toute cette espèce d'entrain journalistique-là qui est le fun à voir sur le grand écran. Mais je trouvais que dans The Post, tu sais, t'as pas justement
Tu sais, oui, t'as l'effet Spielberg, t'as l'effet comme, ah, la musique, tu sais, c'est le fun, mais, tu sais, dans All the President Men, c'est que t'as l'effet réaliste de la chose. Puis, tu sais, c'est aussi un film, si on s'entend de pause qui a été fait en 2018, je pense. Fait que, tu sais, en ayant fait le film All the President Men en 1976, C'est encore chaud le sujet, là, c'est ça. ben oui, c'est chaud, c'est brûlant, tu sais que c'est de la lave, c'est du magma en fusion, tu sais, c'est. T'es dans l'époque, tu sais, t'as les chars, t'as la coiffure de Dustin Hoffman, tu sais, Robert Redford avec sa cravate, quoi. Puis, tu sais, exact, tu sais, fait que c'est un Christ de film, je vous le conseille. Je pense qu'il n'est pas aimé de tout le monde, mais. C'est un autre film d'ailleurs, je l'ai jamais vu ce film-là, mais il a l'air un peu à parler du même sujet, c'est Network. Je sais pas si t'as entendu parler, Ouais, là. il paraît que c'est super bon. C'est qui fait ça, non? Il paraît que c'est super bon, ça, Network. Ça a l'air que c'est super bon comme film, j'ai jamais vu. Attends un peu, c'est qui? Hum, hum, hum. Network. 76 avec Faye Dunaway, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est un film de Ciné Lumet. Sidney Lumet, c'est ça. Paddy Chayefsky au scénario. Sidney Lumet qui a fait des Christy de bons films aussi. Ouais. Il paraît que c'est super bon, Network. Ouais. Mais bref, tu sais, c'est ça. Fait que All the President Man, 76, c'est un critique de bon film journalistique. Pour revenir à Spotlight, c'est que oui, tu sais, moi, depuis que j'ai écouté All the President Man, ça fait quand même un bout que je l'avais écouté déjà, il n'y a pas un autre film journalistique qui a élevé la barre jusqu'au moment où j'ai vu Spotlight. Parce que Spotlight, moi, je l'ai adoré dès le moment Ouais. que je l'ai vu au cinéma. Puis, tu sais, c'est tellement un sujet. C'est surtout les sujets, hein, mais All the President Men, moi, c'est pas un sujet qui vient me toucher vraiment, là, mais c'est plus la fonction, justement, journalistique et le fun. Mais t'as Spotlight qui va mettre le doigt, justement, sur un critique de sujet chaud. Excusez, j'ai eu un appel. Un critique de sujet chaud, aussi qui s'est passé des années plus tard, mais comme c'est encore chaud parce que là, tu te dis, Colin, ça se fait encore, tu sais. Ouais. Puis là, tu vois justement toute la déchéance que les journalistes de Spotlight vont vivre à travers ça. Fait que le film Spotlight, édition spéciale, c'est vraiment écœurant comme film, je l'adore. Puis je trouve que lui puis All the President Men, là, ça vient vraiment surélever le genre cinématographique du journalisme Ouais. en tant que tel. Parce que t'as Spotlight, bon, il a gagné le score du meilleur film, je crois. Ouais, All the absolument. President Men aussi. Je me trompe pas, là. All the President Men, il y a comme 4 ou 5 Golden Globe au moins, là, mais Oscar aussi, je crois. Faudrait faire des recherches. Je vais juste écrire un petit truc à la personne qui m'appelle. Mais tu sais, OK. Oui, vas-y, tu sais, t'avais c'est dit des quelque films chose. qui sont pas sexy non plus. Tu sais, c'est comme gris un peu. C'est pas des gros Exact. films esthétiques, mais c'est tellement Mais prenant que c'est extraordinaire. Tu sais. oui, puis tu sais, t'es dans la job. Tu sais, c'est là où je voulais en venir aussi avec le fait que All the President Men, c'est réaliste dans la mesure où c'est pas plus gris que ce que c'est censé être. Tu sais, c'est juste, c'est bureaucratique. Tu es dans les bureaux des journalistes à l'époque, du journal. Parce que, bon, euh, Bob Woodward puis Carl Bernstein travaillent pour le Washington Post. Fait qu'on se retrouve dans le même environnement que dans le film Le Post de Steven Spielberg. Mais le film de Spielberg, vu que ça se passe comme à la fin des années 60, bon, t'as comme, on dirait, cet aspect-là visuel qu'ils ont voulu rajouter sur le fait que, ah, c'était tout gris, c'était bureaucratique, mais au bout du compte, t'aurais pu juste mettre une lumière. Tu sais, je trouve que le Zodiac, là, de David Finch, Ouais, c'est je sûr. trouve qu'il reprend très bien, justement. J'ai dit Finch, Ouais. Fincher, David Fincher. Je trouve qu'il reprend vraiment bien le style de l'époque. Ouais, Les couleurs de l'époque. Je trouve que c'est pas trop gris, c'est pas trop laid, mais c'est un Christy film journalistique, ça aussi. Là. ouais, absolument. Bon, c'est aussi un bon mystère, là, un suspense, là, mais tu sais, t'as des journalistes qui font leur job, qui sont sur le terrain, ça fait peur parce que là, t'as un tueur en série en plus. Ça aussi, ça en est un autre bon, tu sais, le Zodiac. Dans tous les cas, Alan J. Pakula, c'est pas mal son meilleur film. Puis, tu sais, moi, j'adorais déjà à la base Présumé innocent avec Harrison Ford. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Je pense pas. 1990. On se retrouve, on se retrouve 14 ans plus tard que All the President Men. Puis d'ailleurs, Présumé innocent va avoir Presumed Innocent en anglais.
va y avoir une série Apple Plus, Apple TV, Ok. qui va sortir, je crois que c'est en juin, qui met qui en vedette? Le gars ben, le gars qui fait tout Glenn Powell, c'est ça? Il est Non, partout, là. Non, ok. non, non, mais t'es proche, un gars qui fait tous les remakes, Jake Gyllenhaal. Ah, ok. Après, après avoir essayé de reprendre le rôle de Patrick Swayze dans Roadhouse, il va essayer de revêtir le veston d'Harrison Ford pour présumer innocent. Moi, je trouve présumer innocent, c'est un film judiciaire. Là. C'est incroyable comme film. Puis tu sais, t'as cet aspect-là. Alan G. Pakula qui reprend un peu le même style visuel que All the President Men, mais comme 14 ans plus tard. Puis tu sais, lui, c'est juste parce qu'il fait beaucoup de grands plans larges. Puis là, des fois, il va faire comme des panoramas en zoom vers justement le personnage principal. Puis tu sais, c'est beau à voir visuellement, je trouve. C'est sobre. Tu sais, il n'y a pas tant il y a pas tant de connotation dans sa réalisation, là. Alan G. Pakula, mais il a fait des grands films qui viennent refléter justement aspect, cet aspect-là un peu réaliste, puis comme il nous imprègne le public dans ses films. Puis présumé innocent, bon, c'est Harrison Ford, qui est un procureur, sur le point de devenir justement président, là, le grand juge en chef. Puis il se fait accuser d'un meurtre sur lequel il est en train d'enquêter, le meurtre de sa collègue de travail, avec qui il a couché, il y a eu une aventure extra-conjugale, mais que sa femme est au courant, tout. Fait que là, il se fait comme accusé d'avoir tué, puis là, faut qu'il se protège en disant non, on n'a jamais eu de relation, puis tout le kit. Fait que tous les soupçons vont vers lui. Puis bon, c'est un drame judiciaire comme je les adore, là. C'est tout au long du film, tu vas avoir comme l'enquête qui va poursuivre avec l'avocat qui va embaucher, puis c'est lui-même un avocat, mais là, quand tu as un avocat qui devient le suspect numéro un, tu perds témoigner en tabarouette. Puis Harrison Ford, il joue. Tu sais, tout le temps comme sa face de. Fuck. Puis tu sais, on parlait justement de l'acting, le jeu d'acting. Tu sais, Harrison Ford, c'en a un autre que, tu sais, quand tu vas le voir jouer, tu sais, il y a des mimiques qui vont revenir. Moi, dans Présumé innocent, tout ce que je vois, c'est le fugitif. Tu sais, le film Le Fugitif, Ouais. dans lequel il se fait justement accuser du meurtre de sa femme. Ben là, il est comme en fuite. C'est sûr, c'est pas un drame judiciaire, ce film-là. C'est vraiment un film d'action avec Tommy Lee Jones qui court après. Puis c'est une chasse à l'homme, dans le fond. Mais t'as quand même son expression faciale, tout ce qui est je ne suis pas coupable, tu sais. Puis ça va revenir, ça, d'un film à l'autre. Mais moi, j'adore ce film-là. C'est pas la première fois qu'il travaille avec Alan G. Pakula, parce que Alan G. Pakula, il a aussi fait The Devil's Own, que je t'ai déjà parlé. Ça, c'est un peu plus tard, 97, tu vois, 7 ans plus tard. C'est Harrison Ford qui joue un flic de New York, je crois, ou Chicago. Puis t'as Brad Pitt, que c'est un Irlandais qui vient vivre dans la famille d'Harrison Ford. Puis dans le fond, il fait partie de l'IRA. Puis là, c'est comme un complot qui vise à faire exploser une bombe à New York, dans le camp adverse, puis tout. Puis là, Harrison Ford, lui, il se fait avoir des deux bords. Il pense qu'il fait partie de sa famille. Il l'invite dans sa famille, dans la bar mitzvah, pas la bar mitzvah, mais la catéchèse de sa fille, toute la kit, sa graduation. Puis là, il va se faire trahir à la fin. Puis je trouve la fin, ça met un bon point sur la table. C'est une balade irlandaise. C'est écœurant. Avec la musique aussi. Mais bon, il n'y a pas des bonnes critiques pour ce film-là, je comprends pas. C'est quand même un bon film. Mais j'ai regardé un film de Alan G. Pakula que j'avais jamais vu. Parce qu'il y en avait trois que j'avais jamais vu. Il y en avait quatre que j'avais jamais vu. Principal, quatre, qui sont plus connus là, de lui. Que ça me tentait de les voir. Bon, il y en a deux que je pourrais pas voir parce que je les ai pas trouvés, je les ai pas vus non plus encore. Sûrement que c'est trouvable. Il y a Clout. Loot. Ça dit quelque chose? Non. 71. Je crois que c'est son premier film. Je suis pas sûr. Mais 71, je regarde, c'est pas un tout dans les. Ah, 69, il a fait Stérile Coucou. Cookie. Ouais. Son deuxième film, Green Clout. Bref, Clout. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Ça a l'air très intéressant, ça a l'air très bon. C'est avec Jane Fonda, Donald Sutherland. T'as Roy Schneider aussi qui joue dedans. Mais ça a l'air super bon, je l'ai jamais vu. Il est assurément dans ma liste.
Puis en 74, tu vas avoir The Parallax View. Parallax View, qui a l'air aussi écœurant comme film. Ça a l'air dingue à fond. Encore un espèce de complot, ouais, c'est ça. Avec Warren Beatty. Aussi Polar Prentice. Je sais pas si ça dit de quoi ce nom-là. Mais ça a l'air d'être un autre film un peu à la mélange de All President Man, puis un peu Marathon Man aussi, parce qu'il y a comme. C'est une enquête, une investigation qui tourne au désastre. Ça a l'air très intéressant. Tu sais, dans tous les films de Alan J. Pakula, toujours, comme je te disais, cette espèce ce côté réaliste un peu neutre, là, genre plate. Tu sais, le journaliste, je veux dire. Bureaucratique, c'est plate. Avocat judiciaire, c'est plate. Mais il a fait des films d'action, un peu. Ben, action. Tu sais, The Devil's Own, il y a quand même, ça bouge, là. Tu sais, c'est Brad Pitt qui fait exploser des bombes, puis c'est un Irlandais, puis il est en quête de vengeance. Puis t'as l'affaire Pélican avec Julia Roberts, puis Denzel Washington. Je sais pas si t'as déjà vu l'affaire Pélican. Ah C'est oui, correct comme film, là, c'est juste correct. Là, il c'est est quoi? pas... C'est quoi en anglais? The Pelican Brief. Ah non, je connais pas. C'est un film 93, tu vois. Fait que probablement son film après de Prison Innocent. Mais tu sais, c'est un film encore là un peu plus mouvementé, mais c'est encore journaliste un peu judiciaire. C'est c'est Julia Roberts qui est comme une étudiante en littérature, si je ne me trompe pas. Puis elle découvre comme un complot parce que là, elle couche avec son professeur. Puis qui est joué par Sam Shepard. Puis son professeur, il meurt dans une explosion de voiture. Puis c'est comme un complot, il y a des tueurs en série là-dedans. Puis c'est comme un complot, justement, du gouvernement. Là. Le président aurait envoyé des agents secrets, en tout cas, ailleurs. Puis là, t'as Denzel Washington qui joue un journaliste qui va protéger Julia Roberts. Fait qu'il va comme la suivre, puis toute l'équipe. Mais c'est long quand même comme film, là, puis c'est pas grand-chose. Là. Ok. Mais t'as des gros noms dedans. T'as Stanley Tucci qui va jouer un tueur à gages. Il meurt après 3-4 apparitions. Bizarre un peu. Bref, ça, je l'avais déjà vu, tu sais, l'affaire Piquant. Il y a deux autres films que j'ai vus que j'avais jamais vus. Je commence avec le meilleur des deux, Sophie's Choice. Ça dit quelque chose? Le choix de Sophie. Le choix de Sophie, tu l'as-tu déjà vu? Non, mais je pense que je sais quoi, là. Faut qu'elle choisisse entre deux 1982. personnes à tuer, là. Oui. C'est ça. Ah, je vais finir avec lui, OK? Parce qu'il va être relié à un autre film. OK. Le moins bon des deux que j'ai vu, c'est Consenting Adulte. C'est Pakula, ça, encore? Pakula encore, là. Ok. Oui, c'est mon blog Alan G. Pakula. C'est un gros blog, là. Adulte consentant. C'est un film. Ça commençait bien pourtant, mais 1992. OK? Fait qu'on est entre. OK, 92, ouais. Fait que, entre Présumé innocent puis l'affaire Pélican. Fait qu'il a fait OK, il a fait un film par année. C'est quand même quelque chose. C'est Kevin Kline qui est marié avec Marie-Elisabeth Mastrantonio. Puis il vit une vie calme, là, assez relax, là, assez normal, comme on pourrait dire. C'est un joueur de musique pour publicité. Là. Fait qu'il joue de la trompette, il fait des bruits de bouche, tout le kit. Mais tu sais, il est pas heureux dans sa vie vraiment. Il a une fille, puis tout le kit. Puis là, il y a un nouvel arrivant, des nouveaux voisins qui arrivent à côté. Puis c'est Kevin Spacey qui joue le voisin. Christy de fucké dans ce film-là. Puis surtout après l'espèce toute l'histoire avec Kevin Spacey là, depuis les dernières années, là, tu te dis, tabarouette, là, j'écoute ce film-là, puis je suis comme, si, oui, c'est un bon jeu d'acteur, mais tu te dis, tabarouette, il jouait-tu lui-même, tu sais, parce que c'est un critique de malade. Il va faker, genre, d'être blessé pour avoir de l'argent des assurances, pour aider le couple, là, qui est comme en difficulté d'argent. Mais lui et sa femme, ils vont tout le temps les inclure dans leurs activités, puis là, ils vont les amener dans leur chalet. C'est une grosse maison. Puis là, il joue le gars qui a de l'argent, là, qui. T'sais, on sait même pas qu'est-ce qu'il fait comme job, mais il a de l'argent, il a plein d'affaires. Puis là, il va il va voir que. Parce que sa femme, elle chante. Puis Kevin Kline, il joue de la musique. Puis là, il va voir que il y a une belle chimie entre les deux. Puis il va dire à Kevin Kline, Hey, cette nuit,
tu sais, va faire l'amour à ma femme, ou je vais aller faire l'amour à la tienne, puis tu sais, ça va être correct, puis nos couples vont pouvoir revivre avec ça, puis tout. Puis Kevin Kline, il veut pas, tu sais, c'est un gars timide, puis tout. Puis là, sa femme, à un moment donné, elle dit ah, tu devrais faire quelque chose, tu sais, pour te réveiller. Ah, regarde-lui à côté, tu sais, il a tout ce qu'il veut parce qu'il prend le taureau par les cornes, puis tout. Fait que là, Kevin Kline va juste dire ok, tabarnak, elle me crie de même, excusez du langage, elle me crie de même, puis il va y aller, stick. Mais les femmes sont pas au courant. Fait que là, à minuit le soir, il sort dehors, puis là, Kevin Spacey dit ah ouais, elle est dans la chambre, elle t'attend, puis tout. Fait que là, lui, il monte, puis là, il la verra pas, il fait noir, mais ils vont comme faire l'amour, puis là, après ça, il va repartir, puis il va recroiser Kevin Spacey, puis Kevin Spacey, il va être content, il va être là, yes, on l'a fait, puis tout. Puis le lendemain, il est arrêté pour meurtre. Parce que la femme de Kevin Spacey est retrouvée morte, genre d'un bat de baseball, assassiné. Puis là, Kevin Spacey, il joue à la comédie, il dit, tu sais, lui, il a tué la femme, c'est un Christ malade, puis tout. Puis là, ça part en vrille, le film, là. Pour vrai, ça dégringole au bout. Ça devient une espèce de combat, mais c'est même pas un combat judiciaire. Il est en prison une nuit. Après ça, il est libéré sous caution. Puis là, sa femme est partie, elle veut plus y parler. Puis elle est repartie avec Kevin Spacey, que lui, il joue encore un peu le. Mais tu sais, tu le sais que c'est Kevin Spacey qui a fait de la merde, là, dans tout ça. Puis là, dans le fond, Kevin Kline, il va juste tout faire en sorte de retrouver sa vie normale. Puis il va découvrir des complots ici et là. C'est sur Disney+, ce film-là, si vous voulez le voir. C'était bien, là, mais pas plus. Moi, je trouvais la fin, c'était tiré par les cheveux en mot à dire. Tu sais, Kevin Spacey, il est bon, c'est un bon acteur, mais il était fucké dans ce film-là. C'est petit craqué. Mais la première heure est très bonne. C'est juste le moment où là, il y a un meurtre, là, tu t'attends pas à ça, t'es là, tabarouette, c'est quoi, je regarde là, tu sais. Bref. Alan J. Pakula, il l'a perdu un peu là-dessus. Il l'a échappé un peu. Là, après ça, OK? Après ça, je te parle de Sophie's Choice. C'est un film assez long quand même, là. J'ai trouvé ça long. 2 heures et demie. Un bon 2 heures et demie. C'est 1982. Fait que tu vois, c'est 10 ans avant Adulte consentant. Puis, bon, c'est encore Kevin Kline qui joue dedans. Mais il y a comme un rôle un peu plus secondaire. C'est l'histoire de Stingo. Il s'appelle Stingo. L'acteur, c'est Peter McNichol. Je ne connais pas cet acteur-là. Quand je l'ai vu dans le film, il ne me disait rien, mais il a joué dans Ghostbusters 2, Ah La ouais? famille Adams. Si je check qu'est-ce qu'il a joué. Il a joué dans Agents of Shield à la télé. Ah, À part ça. ouais. En tout cas, pas fait Ouais. grand-chose, mais c'est son histoire à lui, qui est un, c'est un étudiant, écrivain en littérature. Puis il emménage, en fait, il emménage en ville, là. Je crois que c'est New York. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est New York. Puis, il emménage dans une maison où il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs locataires, là. Lui, dans le fond, il emménage dans une chambre où il y a un lavabo. Tu sais, c'est comme un 2,5. Puis, une des locataires, une de ses voisines, c'est Meryl Streep qui joue Sophie. Sophie qui est une Polonaise euh, qui a immigré là. Ça fait pas si longtemps, mais tu sais, ben, c'est quand même quelques années, mais tu sais, elle est là, puis elle parle pas beaucoup. Puis la première, dans le fond, la première interaction qu'il y a avec, c'est qu'elle se fâche avec son chum, qui est Kevin Kline, que lui, c'est un biologiste. Puis lui, il est comme chaud raide, puis il se fâche, puis là, il la frappe quasiment, puis là, il envoie chier le gars, puis le lendemain, il revient, puis comme si de rien n'était. Hey, je m'excuse pour hier, viens prendre un verre avec nous. Puis là, ça commence à être comme un peu un trio inséparable. Ils deviennent comme des meilleurs amis, puis lui, il a toujours comme une attirance vers Sophie, puis souvent, Kevin Kline, il s'endort sous, tu sais, la soirée, il a bu au bout, puis là, il s'endort, puis là, il y a des discussions profondes avec Sophie, Meryl Streep, puis il va découvrir que c'est une Polonaise qui a fui pendant justement l'invasion des Allemands de la Pologne, puis elle avait 2 enfants, puis là, il s'est passé des choses affreuses durant justement son espèce d'emprisonnement, là. Puis elle a dû justement s'en sortir en jouant un rôle
de bonne femme de ménage, puis comme toute l'équipe. Puis elle a réussi à s'en sortir, mais elle a fait des choix. Puis le choix pour elle, j'en ai des frissons quand j'en parle, Ben, mais c'est quelque chose de solidement inimaginable, là. Je sais pas si je peux le dire, parce que c'est quand même un spoiler là, du film, mais je le dirai pas. Ben, tu sais, Parce j'ai que pas vu le film, je sais c'est quoi, fait que je sais pas, là. Ah, tu sais, ok. Ben, je sais pas, on le dit-tu? Ben, non, Ah, aux dis-les pas, auditeurs, on le dis-les pas. dit-tu? Écoutez le film à la place. Ouais, Écoutez le écoutez film, le mais en tout cas, écoutez le film, ça vaut la peine parce que c'est un Christy de choix. Mais bref, ce choix-là l'a complètement détruit, puis c'est là que tu te rends compte que c'est pour ça qu'elle reste avec un homme violent, qui quasiment suicidaire aussi. Kevin Kline, il est bizarre dans la tête aussi, là. Tu vois, il y a des secrets, lui aussi. Il y a plein de secrets partout, puis c'est un long film quand même, là. J'ai trouvé ça long, mais le choix, c'est quelque chose. Puis ça finit que c'est un bon film, là. Moi, j'ai aimé le film. Encore là, c'est un film que je vais écouter chaque année, je pense pas, là, mais il fallait que je le voie, parce que pour elle, c'est un très bon film. Meryl Streep, quel style d'interprétation dans ce film-là, pour elle, est très bonne. Tu sais, je trouve son jeu dans ce film-là ressemble un peu à The Deer Hunter. Tu sais, elle joue un petit rôle là, dans The Deer Hunter, mais c'est comme une femme un peu. Ah, bonjour. Fait que Sophie's Choice, je sais pas où est-ce que vous pourriez trouver ça. Moi, je l'avais vu à Télé-Québec, justement. Peut-être sur la Mais plateforme Télé-Québec. Je sais pas. peut-être sur la plateforme Télé-Québec. Ça fait quand même longtemps. Euh, bon, moi, ça conclut pour Alan J. Pakula. Mais je voulais finir avec Sophie's Choice parce que j'ai regardé un autre film qui vient un peu faire un lien avec ce film-là, qui est The Black Book. Un film que j'avais jamais vu, qui va parler justement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film récent? Ah non, non, ben 2006. OK. Puis c'est un film que j'avais jamais vu de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, qu'on on parle souvent, là, tu sais, pour justement son espèce de son talent de réalisateur de mettre justement son grain de sel dans ses films. Puis, tu sais, son but, c'est pas de choquer véritablement, mais c'est justement de nous faire vivre justement l'expérience à fond. Un peu comme Quentin Tarantino, tu sais, quand quelqu'un se fait tirer dessus, ben, il va avoir du sang, oui. Euh, Paul Verhoeven, ben, tout ce qui est cru en image, c'est le maître, là. La violence, la sexualité, les propos du film dans lequel il va justement nous introduire. Tout va être multiplié. Puis tu sais, tu l'avais dit, je pense que c'est l'excès, là. On est toujours dans l'excès. Puis The Black Book, à la base, sur papier, c'est pas un scénario qu'on se dit, ah, c'est Paul Verhoeven qui a fait ça. Mais c'est l'histoire d'une femme durant la Deuxième Guerre mondiale qui est jouée par Caris Van Houten. Je Ouais, connaissais pas, je l'avais déjà vu. mais c'est un film néerlandais. C'est en néerlandais, le film, dans le fond. Oui, OK. oui. C'est un film néerlandais. Puis c'est Caris Van Houten. Néerlandais. Ça a été fait. Non. Ça se passe aux Pays-Bas. Fait que Oui, ça, Paul mais Verhoeven, c'est un néerlandais beaucoup aussi. de studios. Tu sais, ça a été tourné en Allemagne, Belgique, là, Irlande, Australie aussi. C'est un film Dutch, là, tu sais. Parce que ça va traiter justement pendant c'est l'invasion des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'Irlande. Puis, tu sais, ça parle aussi de la Pologne, puis tout le fait que, tu sais, je trouvais que ça faisait un pont aussi avec Sophie's Choice. Parce que, justement, Caris Van Houten, qui joue justement elle a comme deux noms, là, mais elle s'appelle Elise de Vries. Elise de Vries, qui, elle, est polonaise, excusez, est irlandaise. Puis, sa famille va tout se faire abattre par les Allemands. Puis, au bout du compte, euh, elle va comme se retrouver dans une espèce de révolte, une section rebelle des Irlandais, que eux, ils vont vouloir se venger des Allemands en introduisant leur camp, puis comme en allant mettre des micros un peu partout. Puis pour ça, ben, ça va être Carrie Van Houten qui va jouer comme un peu une femme. Elle va se teindre en blonde, puis là, elle va jouer l'allemande pour s'infiltrer, si tu veux, dans le camp des nazis. Puis là, elle va comme tomber en amour avec le colonel allemand.
que lui, au final, il est marié, là, il a des enfants, tout, mais il va comme le savoir qu'elle n'est pas allemande, puis il va comme tomber en amour avec elle. Fait que, tu sais, il va accepter qu'elle joue le jeu. Puis là, bon, il va se passer. Mais il sait pas, tu sais. Il sait pas qu'elle met des micros, là, mais il va comme se passer plein d'affaires. Puis au bout du compte, ben, c'est comme c'est une histoire tragique, là, au final. Ça finit tragique, mais c'est une très bonne histoire. Ça s'écoute super bien. C'est environ 2 heures, 2h16 peut-être, là, le film. Mais c'est du Paul Verhoeven. Tu regardes le film, même si dans les thèmes, puis tout, c'est un peu plus réaliste. C'est basé sur des histoires vraies, puis toute l'équipe. Fait que on est moins dans la science-fiction, là. Mais le propos qui est utilisé, comment que tu le vois à l'écran aussi, toute il y a beaucoup d'érotisme aussi, il y a de la nudité, il y a du sang, là, les morts sont affreux, là, il y a plein de sang partout, mais c'est sale c'est beau, c'est beau à voir dans le sens que c'est bon. Fait que je vous conseille Black Book. Ça aussi, j'avais eu sur Télé-Québec. Fait que, bonne question, où on Bon, peut ça le doit être dur à trouver. trouver, ça, parce que des films Ça va être très néerlandais, dur à trouver. faut pas ça tout le temps, hein. Ça va être très dur à trouver, mais tu sens aussi que Paul Verhoeven, il a du fun de travailler avec justement des lieux dans lesquels lui s'imprègne déjà là-dedans. Parce que c'est une histoire, je pense, qui naît à cœur, là, parce que je pense qu'il l'a vécu aussi un peu. Fait que très bon film, très bon film. Moi, j'ai adoré. C'est Excellent. pas des acteurs vraiment connus dedans, là. Ben, c'est des Néerlandais, hein. C'est des gens du Pays-Bas. Exact. On sait pas. Fait que moi, ça va clore mon bloc Dustin Hoffman, Alan G. Pakula. Je pourrais poursuivre avec un grand chef-d'œuvre que j'ai regardé cette semaine. Très, très, très grand chef-d'œuvre qui, malheureusement, ça l'a ruiné Jacques Tati, là, mais Oh! c'est Playtime, un film de 1977. Ben, t'as déjà vu les extraits au cégep, hein, tu t'en Ouais. rappelles-tu? Oui. Dans le fond, Jacques Tati, c'est son personnage principal, généralement, c'est lui-même qui le joue, puis c'est Monsieur Hulot. Fait que t'as les vacances de Monsieur Hulot, t'as mon oncle qui reprend le même personnage, puis là, Playtime reprend le même personnage. Puis ben, c'est un film qui raconte rien, en fait. Il n'y a pas d'histoire. C'est juste, ça se passe à Paris, dans un genre de monde futuriste sur la modernité, des affaires comme ça. Mais c'est pas si futuriste que ça. Tu sais, ça pourrait être comme là, 30 ans, peut-être, je sais pas. C'est juste tout, comment la société a évolué, puis toute l'automatisation, puis tu sais, les genres de structures très modernes, très carrées, très froides, là, tu sais. Puis c'est comme si les gens se parlent plus vraiment, puis c'est juste Ouais. le travail, des petits cubicules, des choses comme ça. Puis à travers ça, tu as juste Monsieur Hulot qui se promène, puis qui vit des genres d'aventures ou des petites péripéties à travers ça, mais il n'y a pas d'histoire, tu sais, c'est juste, il est là. Puis c'est un film qui est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle du Tati parce que c'est de l'humour physique, c'est comme du. C'est l'héritier de Chaplin un peu, puis tu sais, c'est le père de Mr. Bean aussi. Tu sais, c'est le même genre. Ben, Mr. Bean, c'est peut-être Ouais. plus burlesque, puis c'est peut-être plus niaiseux, là. Mr. Bean, c'est très drôle. C'est ça, mais c'est le même genre d'humour physique aussi, c'est des jokes de même. Mais tu sais, c'est un film qui va porter un regard sur genre, la modernité, qui est amené de manière drôle, mais qui est comme vraiment déprimant, parce que ça nous montre où Mm. ce qu'on est, mettons, aujourd'hui, ou on est encore plus loin que ça, je trouve, au niveau de l'individualisation des gens. Tu sais, comment qu'on est tout seul dans nos bulles, puis on se parle plus, puis on est dans la consommation, puis c'est tout ça, tu sais. Puis Déjà à cette époque-là. déjà, à cette époque-là, en 67, puis il y avait comme un regard négatif, Ouais. qui est pertinent. Puis je pense que la force du film, c'est vraiment sa mise en scène. C'est ça. Chaque cadrage est extraordinaire. Tu sais, chaque Mm. cadrage, pour moi, c'est comme une œuvre d'art. Puis dans ces plans, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Tu sais. Puis les arrières, il y a beaucoup de figurants aussi qui vont bouger. Puis tout ça est calculé comme au quart de seconde. Puis tu regardes ça, puis tu es comme, oh wow, ok, c'est du génie ce qui est fait là. Tu sais. Parce que j'écoutais Harry Astor qui parlait de Boys Afraid, que toutes les séquences qu'il a Ouais. tournées à Montréal au début, c'est genre sur Sainte-Catherine ou Saint-Denis, je me souviens plus, là. Les grandes rues. Puis il dit j'ai étudié Playtime pour cette scène-là parce que comment contrôler tout le mouvement d'une population, mettons, à travers le corps d'une caméra pour que ça fasse du sens, pour que ça soit beau, tu sais. Je trouve ça Chose. vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est un film qui. Tu sais, malheureusement, ça l'a ruiné parce que Tati faisait des films autofinancés avec son studio à lui. Puis je pense que ça lui a coûté, en tout cas, vraiment, vraiment beaucoup d'argent pour l'époque, là, pour les années 60. Je sais pas c'était quoi le budget, mais c'était énorme. Puis le film n'a pas rencontré son public. Puis à cause de ça, ben, il y a eu beaucoup, beaucoup de dettes. Puis après ça, il a fait des petits films, mais ça n'a jamais eu le succès qu'il y avait eu avant Mm. avec les Monsieur Hulot. Tu sais. Ce qui est dommage, mais au moins, il s'est ruiné, mais on a accès à cette grande œuvre-là qui, aujourd'hui, on chérit encore. Puis c'est extraordinaire. Tu sais. C'est ça, Ouais. Playtime.
est-ce que tu. C'est en couleur, là. C'est en couleur, oui. Ouais, c'est en couleur. Est-ce que tu dirais, mettons, ça vient. Que tu parles de Chaplin, tu parles de Mr. Bean. Est-ce que ça vient justement poser un regard un peu plus ben, moderne de l'époque, là, sur justement les films de Chaplin qui voulaient dire justement un message à travers, tu sais, Ben, tu les sais, Allemands ou tu sais, il y a un lien à faire avec les temps modernes aussi, les la temps manière modernes, ben, c'est qui ça, les réfléchissait temps le modernes. travail et tout ça. Il y a un lien à faire absolument, c'est sûr. Je te dirais que c'est peut-être un peu moins burlesque qu'un Chaplin parce que tu sais, c'est plus réaliste peut-être là, qu'un Chaplin. Tu Ouais, sais, Chaplin, il bouge beaucoup avec son corps et tout ça. Là, c'est vraiment plus, c'est plus simple, mais il y a quand même des jokes physiques qui sont bonnes. Tu sais, à un moment donné, il marche sur une tuile, puis la tuile, elle colle sur son pied. C'est un peu ça la joke en disant, tu sais, check, qu'est-ce que c'est ça, tu ouais. sais. C'est bon, là, c'est super, tu sais. Mais ouais, c'est ça, Chaplin. Il y a des réflexions à couper entre les deux, je pense, au niveau du regard sur la société, là. Ouais, Chaplin. en tout Fait cas. que Playtime, où est-ce qu'on peut trouver ça? Il est sur Canopy, moi je l'ai Disponible? vu sur le Criterion Channel. Tu sais, Ah, George Tati, il y a un coffret Criterion aussi qui a l'air génial, là, mais ok. c'est sur Criterion Channel, il est sur Canopy gratuitement si ça vous intéresse. Bad job. C'est 2h05, à peu près 2h10 le film, ça vaut la peine, ça s'écoute Pas très bien. super, ouais. Très le fun, je vous le conseille. C'est un grand chef-d'œuvre. C'est un grand chef-d'œuvre. Hum. On se trompe pas. Sacré chef-d'œuvre. On adore les chefs-d'œuvre. Oui. Euh, je peux peut-être finir avec mon dernier bloc. Oui. Vas-y. J'ai un dernier bloc qui, écoute, ça fait longtemps que je vais t'en jaser. Un bloc, bon, on a parlé de Dustin Hoffman, on a parlé Harrison Ford, on a parlé du jeu d'acteur. Je vais te parler d'un acteur qui n'a pas vraiment de jeu, mais juste sa gueule, on le reconnaît, puis juste à sa manière de s'imposer devant l'écran, on parle bien sûr de Clint Eastwood. Clint Eastwood, qui selon moi n'est pas un grand acteur, là, dans le sens que Ben, ça a tu sais, été. il a fait des grands films dans lesquels il se démarque à sa manière à cause de son casting, mais tu sais, c'est pas Oui, des grandes performances non plus. Tu sais, c'est son charisme. c'est ça. C'est le charisme du cowboy. Il a été connu principalement pour les westerns. Ouais. Il a été connu pour A Few Million Dollars. C'est quoi Few Fist? Non, c'est For a Few Dollars More, en tout cas, peu importe, Or là, les Few films de Sergio Fist Leone, là, Dollar More. la Bref, trilogie Leone, là. film de cowboy, tabarouette. Le bon, la douce Film et de les cowboy. truands. Il était une fois dans l'Ouest. Je suis pas dans ça. Donc, je sais, mais les films de cowboys. Western Spaghetti, Once Upon a Time in Hollywood. Bref, Clint Eastwood, il a été connu pour être un cowboy. Là, moi, je me suis dit, OK, j'écoute son dernier film dans lequel il a joué. Tu sais quoi, son dernier film dans lequel il a joué? Cry Macho? Oui. Yeah. Une Mais dompe finie. c'est lui qui Une les a dompe fait. finie, ce film-là. J'ai détesté ce film-là. Mais C'était est-ce qu'il plate. joue à Star dans des films qu'il réalise pas, mettons, ou il fait juste jouer dans ses films à lui? Il a fait Bonne beaucoup de films question. encore, Ben, là. les derniers films dans lesquels il a joué, il les a tous réalisés. Là. De La Mule, Oui. qui était correct, là, sans plus. Euh, The Curve. Ouais, c'est lui, je pense, qui a réalisé The Curve. C'est quand même un bout, là, ça. The Curve avec Amy Adams. C'est aussi Justin Timberlake dedans. C'est une histoire, c'est un film sur le baseball. En fait, c'est un vieux recruteur de baseball qui est Clint Eastwood. Puis là, il commence à moins bien voir. Puis là, mais il y a toujours Louis. Puis là, il dit ah, ça, c'est une courbe. Ah, c'est une glissante. Parce qu'il l'entend. Puis dans le fond, lui, il est comme. Tu sais, il est au vieux jeu, là. Il fait juste écouter. Il se fie pas, mettons, au truc de vitesse là, de la balle ou peu importe. Là. Puis bon, il entraîne, c'est ça. Sa fille qui est Amy Adams, elle va le suivre. C'est comme un. C'est ça, c'est assez classique là, comme scénario. Pas tellement spécial. C'est un bon film, là, mais j'ai comme rien à dire là-dessus. Parce que c'est comme tous les derniers films de Clint Eastwood hein, reviennent un peu au même. C'est un vieux de la vieille qui a. C'est un peu l'opposition de la vieillesse sur le temps moderne, puis sur l'avenir, puis ça. Mais on dirait son message dans tous ses films, c'est pas lui qui a fait The Curve, c'est ça que je vois, là. C'est pas lui qui l'a réalisé, mais il a joué dedans. Euh, mais tu sais, dans tous les films qu'il réalise aussi, là, c'est toujours, on dirait, de dire la vieillesse était mieux que la jeunesse, tu sais.
Puis en même temps, il y a un message aussi dans ça. Ah, la jeunesse a quand même de l'avenir. Mais c'est pas clair, là, tout ça. L'équilibre est pas fait, vraiment. Il en fait Mais beaucoup bon, des ces films en derniers plus, films, tu sais. Il en a fait quasiment chaque année, là, dernièrement. dernièrement, il a fait beaucoup de films, là. Tu sais, je regarde ici, là. Cry Macho, pour vrai, j'ai détesté. C'était plate. Puis, tu sais, tu regardes son dernier film. Juste avant, il avait fait Richard Jewell, l'affaire Richard Jewell, Ouais. le cas Richard Jewell, qui était bien, là. Mais je veux dire, ça allait avec plein d'autres films qu'il a fait juste avant, comme 15-17 Paris. C'était quand même plate, là, mais c'est une bonne histoire. C'est une histoire d'héroïsme, là. Tu sais, il a comme fait une espèce de trilogie là, de films héroïstes avec American Sniper, puis La Mule, comme on parlait, Sully, l'héroïsme, Jersey Boys. Ça, j'ai adoré le film, c'était bon. Mais t'as comme tout le temps cette touche-là un peu dans la réalisation de Clint Eastwood, qui est quand même bien. Puis Cry Macho a cette touche-là de sa réalisation qui. Tu sais, on parlait un peu de gris sale, là, une image vieillot, un peu. Ben, il l'a dans tous ses films, ça. Hein? Tous ses films sont un peu gris, sale, sombre. Puis tu sais, j'ai regardé Gran Turismo. Ça faisait un bout, je l'avais pas vu. Gran Torino. Non, c'est un jeu de Torino, ouais, char excuse. à PlayStation. Turismo, ah! C'est un char différent. Gran Torino, puis tu sais, c'est un film. C'est un film qui a de quoi à dire, là. Tu sais, ça parle, puis c'est bon. Tu l'as vu, Gran Torino? Ouais, ça fait longtemps, mais je l'ai vu, ouais. C'est ça. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Puis là, j'étais comme dans un bloc Clint Eastwood. Fait que j'écoutais des films de Clint Eastwood. Puis tu sais, dans ce film-là, c'est. Ben, tu sais, ce film-là, c'est quoi? C'est 2008. Puis c'est comme, on dirait, le premier film qui faisait que justement, il jouait le vieux un peu grincheux. Puis ça, on l'avait vu dans Unforgiven, un peu jouer ce personnage-là. Mais bon, c'est un film western, Unforgiven. C'est quoi, 94, Unforgiven? Tu sais, c'est un Christy de bon film, Unforgiven, mais je veux dire, Gran Torino, c'est comme on dirait le premier film dans lequel il se plaçait dans un personnage de temps moderne qui était grincheux, puis qui chialait sur la jeunesse, puis que les astiques de jeunes, puis bon, c'est aussi une critique très sociale, puis sur le racisme et tout, là, ce film-là. Fait que ça englobe beaucoup d'affaires qui est le fun. Mais par la suite, après Gran Torino, tu sais, c'est ça, c'est qu'il a joué beaucoup le même personnage de vieux chialeux. Puis Cry Macho, c'est totalement ça. Tu sais, c'est un vieux de la vieille, dresseur de chevaux, que là, il est comme renvoyé par son boss. Puis il est envoyé. Il a perdu sa femme, là, fait que c'est un vieux là, retraité. Puis là, un an plus tard, il est envoyé par son boss qui l'a viré pour lui dire tu peux-tu aller chercher mon fils? Il vit avec sa mère, mais au Mexique. Faudrait t'aller le chercher parce que là, sa mère, elle fume, elle fait de la drogue, tout le kid. C'est pas une bonne mère. Fait que, ramène mon fils, puis je vais te payer. Il va lui donner des affaires, puis tout. Fait que, avant, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, ben, Clint Eastwood s'en va au Mexique, puis là, il s'en va chercher son gars, puis là, sur le chemin, bon, il se passe des affaires avec les jeunes, puis. Mais tu sais, c'est long, c'est plate. La finale du film est à l'eau de rose, là. C'est un mélodrame vraiment plate. Je me suis vraiment ennuyé pendant Cry Macho. C'est dommage, parce que c'est une histoire qui aurait pu être bien amenée, mais c'est juste qu'il n'y avait aucune nouveauté, tu sais. Puis tu sais, quand tu regardes, là, moi, c'est parce que dans cette folie-là de Clint Eastwood, il y avait un film que j'avais jamais vu avec Clint Eastwood. Puis, que c'est après tous ces films de cowboys, là, son, ben, un de ses premiers films, je te dirais, qui l'a fait comme connaître du monde moderne de cette époque-là, 1971, Dirty Harry. T'as-tu vu Dirty Harry? J'ai jamais vu, eux autres. Est-ce que c'est lui qui réalise les Dirty Harry? C'est pas lui qui. Je pense qu'il en a réalisé un, qui est le dernier, parce qu'il y a une franchise, là, Dirty Harry. Il y en a 5 en tout. Ok. Puis tu vois chaque. Il a réalisé le. Ouais, c'est ça. C'est pas le dernier, c'est le troisième qu'il a réalisé. Non, excuse. Le quatrième. Il a réalisé Sudden Impact en 83, que j'ai pas vu d'ailleurs. J'en avais juste vu un.
des 5. C'était le dernier, puis c'est le moins bon. C'est The Deadpool. The Deadpool, qui est fait en 88. Puis c'est un vieux Dirty Harry. Il aime pas la vie. Puis, tu sais, c'est comme tout le temps remâcher le même personnage. C'est un peu comme James Bond. Tu le connais. Fait que là, il revient dans un film, c'est le fun. Mais je veux dire, c'est pas une bonne histoire. Tu sais, James Bond, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque film, t'as un méchant, t'as une mission qui est le fun. Il y a de l'entrain, il y a du jeu. Tandis que dans les films de Dirty Harry, j'ai l'impression. Là, j'ai juste vu le premier. Le premier Dirty Harry est très bon. Le premier Dirty Harry, t'as un Christy plan séquence au début du film. Il y a comme un plan séquence sur le toit de Los Angeles. Là. Puis là, ça tourne, ça fait un panoramique de toute la ville. Puis ça shake un peu. Puis t'es dans les années 70. Là. T'as un Christy de beau plan séquence. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. Mais tu vois, le premier Dirty Harry, là, le réalisateur, c'est Don Siegel. Ok. Don Siegel qui a fait La Grande Évasion Ouais. avec Clint Eastwood aussi. Puis il en a fait d'autres, The Body Snatcher, le film original de 1956. Mais tu sais, comme tu vois que dans le premier Dirty Harry, il y a du jeu de caméra. Puis tu sais, c'est comme, c'est la face de Clint Eastwood avec son gun, son manium. Tu sais, puis en tout cas, tout l'aspect de Dirty Harry est bon. Puis ça build, c'est un build-up du personnage. Tu sais. Puis là, tu sais qu'après ça, bon, il y a eu des suites. Chaque film sont appelés différents. Là. Le deuxième, c'est The Enforcer. Non, excuse, c'est Manium Force. Sorti en 73, donc 2 ans plus tard, on retrouve Dirty Harry. Après ça, 3 ans plus tard, en 76, t'as The Enforcer. Il y a encore Dirty Harry. Puis après ça, Seven Impact, qui arrive en 83, réalisé par Clint Eastwood. À ce qui paraît, c'est un des meilleurs là, de la gang. À suivre. Là. J'ai pas vu tous les autres films. Mais tu vois la comparaison entre le premier Dirty Harry puis le dernier. Puis tu te dis, ouais, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire là, à travers les époques. Tu sais, ça s'est fait rapidement. Là. Tu vois, le premier film en 71, le deuxième en 73. Puis après ça dégringole. C'est 76, après ça 83, après ça 88. Il y a peut-être une raison pourquoi on n'en voulait pas à travers les 5 ans. Là. Mais bref, de Deadpool, je te le conseille pas, mais Dirty Harry, le premier, je le conseille. Là, c'est Un vraiment un très bon classique. film. C'est un classique. Ben, c'est un classique, puis tu sais, ça te fait voir un Clint Eastwood qu'on connaît déjà. Tu sais, comme on disait, c'est la caricature du personnage, la gueule tu sais, de l'acteur qui revient sur le grand écran, puis c'est comme. Tu sais, c'est une gueule qui représente la haine, puis comme la méchanceté, puis tout. C'est ça qu'on veut. Tout en jouant le héros, là, l'espèce de justicier sous le coucher du soleil. Puis, bref. Dirty Harry, écoutez ça. Mais Clint Eastwood, je pense qu'il travaille sur un film. Hein, là. Il travaille Ouais, sur il un. est vieux, là, il a genre 94 ans. Là. Je le sais. Puis, t'as vu les dernières photos de lui? Il a l'air maigre, il a l'air comme à bout. Eastwood, je vais aller voir. Mais je me trompe Pas peut-être. lui. C'est peut-être pas lui qui travaille sur un film présentement. Un vieux, là, un vieux de Mais la ça, mais vieille. ça se peut, tu sais, ça se peut. Là, ça marche pas. Euh, Bon, il veut Mais pas. oui, un film qui est. Ben, en fait, je l'ai en VHS. Là. Il me reste juste à l'écouter. Il est dans ma watchlist, mais c'est un film qu'il a réalisé en 95 avec Meryl Streep. C'est The Bridge of Madison Ouais. County. Ça, je me rappelle Hubert, il en parlait souvent, puis il trippait malade, ce Ça a l'air film-là. que c'est très bon. Ouais, Je l'ai en VHS. Je pourrais l'écouter n'importe ouais, quand. Là, si je pourrais. Faut ouais. juste que je trouve le courage. Moi, j'aime bien son film Changeling avec Angelina Jolie. Basé sur des faits réels, là, mais c'est effrayant là, comme film. Là. C'est dans les années, si je me rappelle bien, c'est dans les années 40, 50. C'est Angelina Jolie qui est une femme seule, une mère seule, monoparentale en fait. Puis son fils revient d'un camp, je sais pas quoi. Puis là, elle trouve que c'est pas. Il ressemble pas à son fils. T'sais, il a comme vieilli un peu. Là, les policiers sont là. Ah, il a vieilli, là, c'est votre fils. Puis là, elle donne un bain à un moment donné. Mais comme tout le trajet qu'elle retourne du train à chez elle, il répond bizarre. Puis là, elle trouve qu'il a changé. Tu sais, c'est pas lui. Puis elle donne le bain. Puis là, il dit pourquoi. Ben là, je me rappelle plus s'il l'est ou il l'était pas. Mais
pourquoi t'es circoncis, genre? Mon fils était pas circoncis, puis là. Ou bien il est circoncis, puis là. Ouais, c'est ça, je pense que son fils il était circoncis, puis là, lui, il est pas circoncis, puis là, il est comme, c'est pas mon fils! Puis là, elle est comme prise pour une folle, parce que les policiers sont tous. T'as Jeffrey Donovan. Lui, il joue dans Sicario. Il joue un des agents là, dans Sicario, là, sur l'autoroute, là, quand Ouais, il a une ouais. moustache. C'est un Christy acteur dans ce film-là parce qu'il joue l'agent de police, là, le détective, mais comme il s'en calisse, là, il s'en balance. Puis il est comme, non, c'est votre fils, madame, arrêtez de nous faire une crise, là, puis amenez votre fils. Puis là, elle est comme prise pour une folle, puis elle va se faire interner dans un hôpital psychiatrique, genre, de folle. Mais au final, c'était pas son fils. Puis là, ils vont découvrir un tueur. En fait, c'est comme deux portions. T'as la partie de la mère, puis là, elle est comme internée. Puis après ça, t'as les flics qui essaient de retrouver justement des enfants disparus. Puis là, ils tombent sur un tueur en série. Puis là, on n'a jamais su, dans le fond, son fils, il est où, tu sais. Il est-tu mort ou non? Bref. Ben, moi, C'est un des bonnes réalisations de Clint Eastwood. ben, Invictus, moi, c'est peut-être mon préféré. Mais j'en ai pas vu tant que ça, mais Invictus, moi, je trouve ça très, très bon. Puis, tu sais, c'est le fun de voir l'histoire Ouais. ben, l'histoire d'Afrique du Sud à travers le sport aussi. Tout ça, c'est Mhm. intéressant. Ouais. Ouais, Morgan Freeman, ouais. Mandela. T'as-tu vu One Million Baby, là? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai, là, mais je l'ai pas vu. Million Dollar Baby, c'est ça. Ouais. Très bon film aussi, bien aimé. Il a gagné le score, ça, me semble. Hein? Ça avait gagné l'Oscar, si je ne me trompe pas. Encore une fois, Morgan Freeman aveugle. Puis, ben, moi, je pense. Ben, mon préféré, je pense, ça va être Mystic River. J'ai adoré Mystic River. Je l'ai pas vu non plus. Tu l'as pas vu? Non. Ça serait un film à voir. Pour vrai, là. Très bon film. Mais on dirait que j'ai comme aucun. Tu sais, je regarde là, la liste là, des films de Clint Eastwood. Puis, tu sais, j'en aime beaucoup. Je les ai pas toutes vues. Tu sais, A Perfect World, c'était très bon aussi avec ses 93 avec Kevin Costner. Perfect World. Je pense que j'en avais déjà parlé, là. T'as Clint Eastwood qui joue un shérif là, dans ce film-là, mais qui court après Kevin Costner, qui joue un bandit, qui a pris en otage un fils, ben un petit gars. Puis il va faire comme imaginer au petit gars. Ça ressemble un peu à La vie est belle, A Ok. Beautiful Life. Ouais. Puis il va lui faire imaginer comme un monde parfait. Puis tout, en tout cas, c'est un bon film quand même. Mais j'en ai aucun que j'aime c'est d'amour. Jersey Boys, j'ai adoré. Ça, j'ai aimé ça parce que c'est le genre de musique que j'aime aussi, là. Les Four Seasons. Mais sinon, c'est ça. En général, c'est des bons films, là, mais tu sais, comme Mystic River, je mets pas de cœur. Tu sais, c'est pas des films qui m'interpellent plus que ça, là, mais je trouve dans la réalisation, puis c'est un peu, ben, comme on disait, tu sais, c'est sombre, c'est sale. On dirait qu'il y a comme un univers glauque autour des films de Clint Eastwood. Puis je sais pas si c'est ça. C'est parce qu'il il est sinistre, tu sais. Il est cynique. C'est possible, c'est possible. C'est parce qu'il voit la vie en noir, tu sais, je sais Peut-être pas. qu'il est vraiment amer de tout, on sait pas. Mais c'est ça, il est-tu en mer? Parce que même les films qui parlent d'héroïsme, puis Ah, tout le monde est content, ben c'est triste, tu sais, c'est comme fuck. Bref, Cry Macho, écoutez pas ça. Ben, J. Edgar non plus. J. Edgar, j'ai pas tant aimé, là. C'était long, puis. Bref. Écoutez Dirty Harry, ça c'était bon. écoutez les classiques de Sergio Leone aussi, c'est très très bon. Oui, Sergio Leones. Ça conclut mon bloc Clint Eastwood. Grosse Parfait. nouveauté la semaine prochaine, Ben? Non? C'est quoi qui sort cette semaine? Inside Out, le prochain, c'est genre le 14. Bad Boys, Ah, Ride bon. or Die. Je suis curieux de voir, mais j'ai peu espoir que ça va être bon, là. Tu sais, le troisième, j'aimais ça parce que, un retour aux sources, c'est le fun. C'est comme la fin de la trilogie, mais là, c'est tout le temps d'étirer la sauce pour rien, hein. Ouais. Comme la trilogie est finie. Arrêtez de faire des sagas interminables qui servent à rien. Tu sais, Fast and Furious, je comprends, c'est rendu une joke. C'est correct, là. Tu sais, les films sont pourris, c'est épouvantable. Mais c'est correct. Continuez d'en faire. Faites-en jusqu'à 88, je m'en fous. C'est drôle, tu sais. Mais Bad Boys, je veux dire, c'est une série que j'aimais bien. Ben, une série. C'était deux films que j'aimais bien. Le troisième film, il est correct, là, il est pas extraordinaire, mais c'est un bon retour. Mais là, le quatrième, pour vrai, il m'a l'air à rien, là, tu sais. Ils sont comme pris en chasse, ça a l'air vraiment bizarre.
Mais on va checker ça, peut-être aller voir. Pas moi. Sinon, écoute, je suis en train de me retaper beaucoup de séries. En fait, beaucoup. Dans ma watchlist, il y a The Bear, qui a l'air très bon, Ouais. gagné beaucoup de Emmy Awards. Puis C'est sur quoi ça? Sur Amazon? sur Disney+. Ah, sur Disney+. Ah ouais. Sur Disney+, il y a The Bear, parce que je pense que c'est une série Fox ou Stars, là, quelque chose comme ça. Ouais. Puis la saison 3 arrive à la fin du mois. Fait que c'est toujours le fun, tu sais, d'écouter les deux premières saisons. Après ça, la 3 est arrivée. Ah, cool. Puis t'as The Boys, que je suis tout en train de me réécouter The Boys parce que la saison 4 arrive la semaine prochaine. Ben, pas la semaine qui s'en vient, là. C'est le 13. Fait que c'est dans 2 semaines. Fait que The Avant Boys, si Insider. vous n'avez pas écouté, c'est la saison 4 là, qui arrive. Fait que écoutez ça, ça s'écoute super bien. 8 épisodes par saison. Puis Gen V aussi, qui est comme un spin-off, qui a un rapport un peu là, avec la prochaine saison. Fait que c'est le fun. Écoutez ça. Absolument. Fait qu'on se tient au courant là-dessus. Sinon, écoutez des films, toujours plaisant, puis toujours le fun. Il faut. Oui!